En fait, ce que j'ai constaté dans mes travaux, et ça c'est vraiment, j'appelle un peu de manière peu sobre le tragique du suffrage universel. Ce que j'ai constaté, si vous voulez, c'est que quand les congressistes de 1831 mettent en place leur gouvernement, dont il est absolument clair qu'il est réservé à l'élite, il y a un peu des fluctuations pour savoir qui va être exactement l'élite, mais à part un dissensus sur le fait qu'entre élites, pour être sûr d'arriver tous au pouvoir, en fait, il y a de toute façon un consensus profond sur le fait que ceux qui ne sont pas des élites seront jetés par-dessus bord du gouvernement représentatif. Et dans ce cadre-là, ça m'a étonné de voir qu'il y avait un grand souci de la relation entre électeurs et élus. De nouveau, c'est à la base de ma recherche, puisque à la fois on postule l'indépendance des élus et à la fois on regarde le fossé entre électeurs et élus, ce qui est tout à fait paradoxal. Et je m'attendais à trouver, si vous voulez, dans les discours, les attitudes des congressistes, cette posture d'indépendance, parce qu'en général, on fait remonter la posture d'indépendance, presque cette obligation d'être indépendant de la part des élus vis-à-vis des électeurs, on la remonte au gouvernement représentatif classique, on va dire, 18e, 19e siècle. Et donc je m'attendais à trouver cette posture-là, vous voyez, ce que j'appelle la posture chevaleresque. Nous, les élus, on est là pour guider de nos vertus, de notre raison, de nos richesses, la nation sur le bon chemin, et devant des électeurs bêlants. Et en fait, ce n'était pas le cas, mais pas du tout. Au contraire, non seulement dans leurs principes, mais aussi dans leur attitude, j'ai découvert des attitudes plus contractualistes, donc plus dépendantes de la part des élus vis-à-vis de leurs électeurs, qu'à l'heure actuelle, dans les travaux parlementaires, ce qui était tout à fait étonnant. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, mais évidemment, en fait, il y avait deux raisons à cela. C'est que nous, on a l'habitude de penser de manière, les citoyens représentés, les citoyens électeurs de la même manière. Mais en fait, c'est une manière de penser anachronique pour l'époque. À l'époque, les électeurs sont triés sur le volet. Les électeurs sont censitaires, donc les électeurs ne font peur à personne. Les représentés non-électeurs font peur. Dès qu'on parle de la masse, dès qu'on parle du peuple, de la nation, ça on sent qu'il y a de nouveau cette peur de l'irrationalité, de l'incompétence de ces masses potentiellement subversives. Mais au fond, les électeurs qui sont triés sur le volet par le sens, ils ne font pas peur. Pourquoi les élus en auraient peur? On n'en a pas à en avoir peur, c'est une relation endogamique qui se joue, exactement. Et en approfondissant ça, donc pardonnez-moi, c'est la première raison. Il y a une deuxième raison qui est propre à la Belgique, c'est que depuis la nuit des temps en Belgique, on avait des assemblées représentatives, certains dénient le nom de représentative parce que c'était l'ancien régime, mais on avait des assemblées provinciales dans lesquelles le lien entre mandataire et mandant était basé sur le mandat impératif et sur le contractualisme. Et il y a une vision souvent francophile de l'histoire de Belgique a mis un peu de côté ce passé politique belge. Or, j'ai retrouvé des traces de ce contractualisme. Vous voyez, c'est une chose très différente de la représentation dite moderne dans les assemblées d'Ancien Régime. Vous étiez en effet noble, vous représentiez les nobles, vous alliez défendre l'intérêt de la province du Brabant en étant de la noblesse. Et donc, ce n'est pas dans l'abstrait, de manière universelle que vous représentez vos mandataires, c'est de manière concrète, avec des mécanismes concrets de contractualisation. Si vous ne faites pas ce qu'on vous a dit de faire, eh bien ça ne va pas. Ce qui est étrange, c'est que dans l'histoire, et là je pense que ça vaut pour tous les pays, dans l'histoire, on va dire, des idées, à juste titre, on a mis l'Ancien Régime à la poubelle, si je puis dire, dans le dénigrement, parce que l'Ancien Régime était basé sur une prémisse inégalitaire inacceptable. Tout le monde est d'accord. Mais dans le même temps, on a jeté à la poubelle aussi cette idée de contractualisation du lien, que peut-être il y a d'autres manières de représenter les gens qu'en étant élus une fois pour toutes, et puis 4 ou 5 ans, plus de relations contractuelles. Donc, en Belgique, on constate qu'en fait, les congressistes de 1831 sont encore plus, sont très pénétrés encore de ce mécanisme qui date de l'Ancien Régime et des anciennes assemblées, de ce mécanisme contractuel. On entend ça dans ce qu'ils disent, on sent ça dans ce qu'ils font. Et donc, il y a deux
deux choses, si vous voulez, qui concourent à faire qu'en fait, étrangement et paradoxalement, les représentants de 1831 sont plus proches en fait de leurs électeurs dans leurs discours, dans leurs actes et dans les principes qu'ils adoptent. C'est d'une part que les électeurs sont très sur le volet et d'autre part ce passé, on va dire pré-représentatif, où ils avaient jusqu'alors toujours défini leurs relations en termes contractuels et pas en termes d'indépendance. À partir de cela, en continuant à m'interroger là-dessus, je me suis rendu compte aussi que finalement, à cette époque-là, on n'avait pas besoin d'affirmer l'indépendance vis-à-vis des électeurs de manière aussi radicale qu'on va le faire par la suite. On n'en avait pas besoin parce que ça fonctionnait et notamment, on n'avait pas besoin non plus d'organiser la relation entre électeurs et élus parce que comme la relation est essentiellement en termes sociologiques endogamiques, il existe exactement des canaux de dialogue, de rencontres. Toute la sociologie le sait, les élites, je veux dire que ce soit parce qu'on se mariait ensemble, parce qu'il y avait des clubs, parce que on se fréquentait entre soi. Mais donc ce qui est intéressant en termes représentatifs, c'est que il est faux de dire que le lien n'existe pas. Le lien existe et le lien est intense et le lien est dynamique parce qu'il existe des lieux où on se rencontre. Il existe un dialogue. J'en ai trouvé quelques traces dans les travaux, c'était passionnant en 1831, c'est notamment un projet de loi, là pour le dire, pour le coup c'était un hasard parce que je travaillais sur les travaux constitutionnels et alors en photocopiant, ça c'est un miracle, vous voyez, de recherche, en photocopiant, j'avais photocopié aussi le reste d'une page et c'était un projet dans les mines ou l'industrie, peu importe. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand le projet a été distribué, le congressiste a dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait en avoir plusieurs de copies parce qu'on peut consulter, on veut consulter. Et ils ont remis la discussion pour ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça veut dire qu'il était logique et normal et accepté par tous, qu'on prenait le projet chez soi et on consultait ses collègues, on consultait ses parents, parce qu'il va de soi que c'était pas pour aller consulter ses ouvriers, hein, qu'ils prenaient ça. Et là, je me suis dit, mais ça, on n'a pas ça à l'heure actuelle, vous voyez, c'est étrange, mais moi, dans tous les débats que j'ai lus, je n'ai pas lu des élus qui disent, attendez, on veut plusieurs copies parce qu'on veut, par exemple, une très importante réforme de l'enseignement supérieur, on veut aller consulter les étudiants, on veut aller consulter les professeurs, on n'a pas ça. Mais donc, ça veut dire que, étrangement, alors qu'on dit souvent que l'indépendance et la posture, ce que j'appelle la posture chevaleresque de la représentation, date de cette époque-là, en fait, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'à l'époque, ils n'ont pas besoin de s'affranchir comme ça de manière aussi radicale de leurs électeurs qui sont fondamentalement proches d'eux, qui leur ressemblent et qui sont un autre eux-mêmes, si je peux dire. C'est après que ça se radicalise, c'est après que le fossé se creuse. Et pour des raisons élitistes, les vraies, comment dire, formulations abouties de ce fameux principe d'indépendance que moi j'ai appris dans tous les manuels de droit constitutionnel, ces formulations abouties apparaissent à partir du suffrage universel. Parce que quand les élus censitaires, qui sont là depuis souvent longtemps, tout d'un coup, voient que le suffrage, ils vont être élus par la masse. Alors là, il devient très important de s'indépendantiser, de dire, bah, attendez, nous, on est affranchis. Nous, on suit notre raison et pas les volontés de nos mandataires. Nous, c'est dans l'indépendance et parce qu'on voit mieux les choses, mieux que principe de supériorité, de distinction. Et c'est à partir de ce moment-là que le principe devient formulé de manière claire parce que les électeurs universels font beaucoup plus peur. Mais dans le même temps, en fait, ce qui est vraiment triste, c'est que quand on démocratise le droit de suffrage, pour que le suffrage universel ait la même efficace et représentative que le suffrage censitaire, il faudrait l'aider. Pourquoi? Parce que vous avez une relation d'élite à élite dans le suffrage censitaire. Et puis tout d'un coup, la base, vous l'universalisez. Mais les élus ne sont pas plus nombreux. Pour qu'il y ait un dialogue qui puisse se nouer, il faudrait des mécanismes déjà du même type que ces mécanismes sociologiques puissants qui permettaient justement aux électeurs et aux élus d'être en lien, d'être en dialogue. Il faudrait déjà organiser ça par rapport à la masse vis-à-vis des élus. Si vous ne faites rien, ils ne jouissent pas des mêmes canaux. Mais en plus, de toute façon, il faudrait vraiment aider parce que la multitude devient, pour qu'il y ait un dialogue entre une multitude et un petit nombre de gens, il faut des
des canaux de dialogue, il faut des moyens de contrôle, il faut des lieux de rencontre. Et c'est ça que j'appelle le tragique du suffrage universel. C'est que quand, et ça on le voyait bien en Belgique, on a eu vraiment des beaux textes là-dessus, notamment le catéchisme du peuple, qui est un des textes fondateurs dans la lutte pour le suffrage universel. Ce qu'on sent à ce moment-là, c'est que ce n'est pas de manière, si vous voulez, contemplative et de manière extatique qu'on veut le suffrage universel. C'est très concret. On veut le suffrage universel pour que le sort, le quotidien du plus grand nombre s'améliore. Or, pour qu'il y ait cette efficacité représentative du suffrage universel, et très exactement la même efficacité représentative que dans le suffrage censitaire, efficacité représentative que le plus grand nombre observe tous les jours, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais nous... au début du XXe siècle, on était un des États, alors certainement les plus industrialisés, les plus riches, mais aussi on était un des États qui avait le plus famélique en termes de législation sociale, le plus catastrophique en termes sociaux. Et ça avait une raison, c'était l'efficacité de la représentation et du gouvernement représentatif censitaire, parce que les intérêts d'élite étaient tellement bien représentés au sein des parlements que les lois étaient faites pour l'élite et qu'il n'y avait pas de place pour le reste. Mais alors le tragique, c'est que la revendication du suffrage universel s'est faite par rapport à ce constat. Ils ont le droit de vote et ils parviennent comme ça à faire des lois qui leur profitent. Mais nous, quand on aura le droit de vote, on va donc être heureux. Sauf que, institutionnellement et sociologiquement, le suffrage universel est incapable tout seul, est impuissant. Si on ne l'aide pas, presque à se sublimer, si je puis dire, si on ne l'aide pas à faire aussi bien que le suffrage censitaire, et pour faire ça, pour qu'il soit aussi efficace, pour qu'il ne soit pas décevant, il fallait nourrir ce lien, ne pas affirmer l'indépendance absolue des représentants, mais au contraire, et en rajouter parce que la masse et l'équidame, enfin l'universalité ne peut pas compter sur les mêmes canaux sociologiques, les salons, les clubs, les parentèles, les alliances, l'endogamie sociologique. Et donc il aurait fallu en rajouter dans le lien. Il aurait fallu en rajouter dans les possibilités de dialogue, dans les possibilités de contrôle, dans la contractualisation. Non seulement on ne l'a pas fait, mais on a même fait l'inverse. On a fait l'inverse parce qu'à partir de ce moment-là, l'élite en place affirme l'indépendance par rapport aux électeurs. Et alors, ce qui se passe, et c'est à la fois donc, tragique, comme je le dis, mais aussi un malentendu, parce que dans un premier temps, en tout cas en Belgique, on ne le voit pas tout de suite. Pourquoi? Parce que les partis politiques sont là et sont très puissants. Et ils jouent dans une certaine manière le rôle qu'ont joué les structures endogames pour les élus et les électeurs censitaires. Puisque les partis sont nombreux, les partis comptent beaucoup de militants. Eh bien, il y a quand même des lieux déjà de rencontre entre électeurs et élus. Il y a une possibilité de contrôle. La réalisation du programme, pour autant que sa réalisation soit démocratisée, est l'occasion d'essayer, en tout cas, de tracer à l'époque une feuille de route. Je vous vois sceptique, Mathieu, mais moi j'en ai retrouvé des traces. Et ça, c'est pas un hasard. C'est de nouveau un phénomène étrange. À l'heure actuelle, quand vous lisez les travaux constitutionnels belges, on ne parle pas des partis politiques, comme s'ils n'existaient pas. Alors qu'on sait que, je pense que jamais, notamment les consignes de partis, n'ont été aussi importantes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1919 et 1921, il y a une forme de décomplexe par rapport à ça. Et on parle beaucoup, et on parle notamment des débats qu'il y a dans les partis politiques, on parle des assemblées, on parle du fait qu'il faudra aller justifier ça devant les militants. Dans les travaux constitutionnels, vous savez, c'est une source précieuse et incroyable pour ça, d'observation. Il n'y a pas encore eu ce travail d'inhibition comme il y a à l'heure actuelle. Et c'est là qu'on constate que la vie démocratique interne des partis politiques est beaucoup plus vivace à l'époque. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, tout concourt alors à oublier ça. On en a parlé tout à l'heure. Ce que théoriquement, on sera en démocratie représentative comme si c'était l'alpha et l'oméga. Par ailleurs, il y a ce mythe selon lequel on aurait basculé en démocratie grâce au suffrage universel. Et enfin, maintenant, les partis politiques, comme on le sait, se vident de leurs militants, s'oligarchisent eux-mêmes. Et donc, j'en suis absolument persuadée, à l'état actuel, incapable de fournir justement ce rôle que offraient les structures censitaires et élitaires endogamiques dans le suffrage, dans le gouvernement représentatif censitaire. En tout cas, ils sont incapables de faire cette médiation entre l'électorat universel et les élus en termes de surveillance, en termes de dialogue, en termes de contrôle, en termes de contractualisation. Et donc voilà, et d'où le fossé, d'où la distance, d'où la méfiance. Crise de la représentation. La fameuse crise qui n'en est pas une. Là, c'est en fait, on est exactement, heureusement, moi je dis toujours, d'ailleurs c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Beaucoup de gens, un des reproches qu'on a fait à ma thèse, c'était d'être défaitiste. Je dis, mais c'est pas vrai.
Au contraire, qu'est-ce qui est plus tragique? Qu'est-ce qui est plus malheureux? D'être dans une crise de la démocratie représentative ou, vous voyez, une crise de nouveau, une crise de dents, c'est quelque chose de soudain qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas vu venir. Ça, c'est affreux, parce que alors là, on est dépossédé des causes, et donc on ne sait rien y faire. Tandis qu'avoir une lecture qui explique, et en fait, on est juste dans la situation qu'on a voulu, et qui est la conséquence des principes juridiques qu'on adopte. Mais ça, pardonnez-moi, mais en termes justement d'optimisme et d'espoir, c'est fabuleux. Ça veut dire qu'il suffit de changer ça et puis ça ira mieux.